De la fin du XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale, la rade de Boulogne-sur-Mer a accueilli les grands paquebots qui faisaient route pour l'Amérique. La digue Carnot a été construite de 1878 à 1887. Elle protège, depuis plus d'un siècle, le port en eau profonde de Boulogne et devait permettre, avec la digue Nord, un abri des navires en cas de mauvais temps. C'est en 1889 que le nouveau bassin à flot a accueilli son premier transatlantique venant des États-Unis. Boulogne devenait cette année-là une escale incontournable sur la ligne transatlantique de la Holland America Line entre Rotterdam et New York. S'en suivront alors de nombreuses années de visites de paquebots du monde entier qui apporteront à Boulogne une forte croissance économique, en plus bien sûr de la pêche et des excursions entre la France et l'Angleterre. Retrouvez ici les 50 ans de la belle histoire du port en eau profonde de Boulogne. Le port moderne de Boulogne date de la période napoléonienne. C'est au début du XIXe siècle que des travaux gigantesques furent entrepris pour pouvoir rassembler la flottille destinée à l'invasion de l'Angleterre. Construction de quais en charpente, de ponts, de barrages, mais surtout d'un immense bassin semi-circulaire sur le terrain marécageux de Capécure. En 1831, l'ingénieur boulonnais Frédéric Sauvage effectue les premiers essais de l'application de l'hélice à la navigation à vapeur, ce qui va révolutionner la marine du monde entier. Frédéric Sauvage, qui reste trop peu commémoré, même dans sa région natale. Sous le Second Empire, la défense de Boulogne fait l'objet d'importantes transformations. Le creusement du bassin à flot est autorisé par décret du 27 décembre 1858. La première pierre est posée le 26 juin 1862. Le bassin semi-circulaire de Napoléon devient un bassin rectangulaire de 100 mètres de long et 21 mètres de large et doté d'une écluse. Il est mis en eau le 29 mai 1868 et rentre en service le 15 août 1868, jour anniversaire de la naissance de Napoléon Ier, 99 ans auparavant. Le bassin Napoléon, qui a été modernisé depuis, est toujours là. En 1869, afin de contrecarrer un projet anglais de port en eau profonde à Audrecel et afin d'établir un service régulier de paquebots à fort tonnage, est imaginé un projet pharaonique d'aménagement du port de Boulogne, destiné à lui donner les plus vastes bassins du monde. La capitulation de Napoléon III en septembre 1870, suite à la défaite de Sedan, enterre ce projet. Sous la Troisième République, la modernisation des défenses côtières doit s'adapter. Des démarches sont faites en 1873 par Alexandre Adam, maire de Boulogne, et des études sont entreprises. En 1875, une nouvelle gare maritime est inaugurée à l'extrémité du quai Bonaparte, l'ancien nom du quai Chanzy. Cette nouvelle gare maritime, voulue par la Chambre de commerce de Boulogne, malgré l'opposition du commerce local, fut construite dans le prolongement de la gare centrale selon les plans de l'architecte boulonnais Alphonse Bouloc. Peu de temps après, le 27 janvier 1876, un incendie terrible ravage la gare maritime. Elle sera reconstruite et inaugurée le 23 mars 1877. Les voyageurs en partance pour l'Angleterre peuvent alors réembarquer au bout du quai Bonaparte. En septembre 1877, après une visite du ministre des Finances Eugène Caillot et de Charles de Freycinet, ministre des Travaux publics, on put établir une estimation de 17 millions pour le port en eau profonde. Et le président de la République, Patrice de MacMahon, déposa en novembre 1877 le projet de loi qui autorisait la Chambre de commerce à emprunter les fonds nécessaires. La création d'un immense port en eau profonde est déclarée d'utilité publique par la loi Freycinet du 3 juin 1878 dans le cadre d'un plan de grands travaux. Le 9 septembre 1878, on pose la première pierre de la digue qui fermera en partie la rade pour protéger les immenses bassins. Cette inauguration est l'occasion de fêtes dans toute la ville de Boulogne. Les bateaux de pêche formèrent en mer les contours des futures digues et de la traverse où accosteraient les transatlantiques. Le projet initial comportait la construction d'une enceinte de digue percée de 2 passes, une pour l'entrée et l'autre pour la sortie des navires. Une passe au nord de 150 mètres, l'autre au sud de 250 mètres. Une traverse d'accostage pour les paquebots devait être construite, et la rade ainsi formée devait avoir une étendue de 300 hectares. Les travaux de la digue sud du port en eau profonde commencèrent réellement l'année suivante, le 23 juillet 1879. Ils se firent sur les enrochements et les moellons provenant de la falaise du Portel. La base de la digue fut construite sur des affleurements naturels de grès, tout comme le sont la petite digue de l'Épi et le fort de l'Eure au Portel.
C'est grâce aux dessins de Victor-Jules Vaillant et aux photos réalisées par Octave Chamoin et Charles Froger de Mauny que l'on peut mieux se rendre compte de l'ampleur de ces travaux qui durèrent pendant 10 ans.
En février 1887, les retards de chantier dus aux destructions par les tempêtes et à l'argent qui commence à manquer sont nombreux. La construction s'arrête temporairement, sans le musoir de la digue sud. Le 3 décembre 1887, Sadi Carnot est élu président de la République. Le musoir de la digue Carnot est achevé à la fin de l'année 1887. À son extrémité se trouve le premier phare qui est allumé le 20 décembre 1887. Ce phare était équipé d'un feu blanc fixe, au sommet d'un réservoir à gaz. Ce réservoir et ce feu furent détruits le 11 mars 1888 lors d'une forte tempête. Le phare de la digue Carnot fut ensuite reconstruit avec une tourelle en maçonnerie surmontée d'un réservoir métallique blanc. La traverse, initialement prévue pour l'accostage des paquebots, a été rendue inutile par le dragage du chenal. En 1888, un appontement de marée a été construit à l'intérieur du port, avec de nouveaux quais d'accostage accessibles à toute heure de marée. En juillet 1888, le nouveau ministre des Travaux publics est accueilli à Boulogne. Les travaux sont alors à la moitié du projet initial, mais ont coûté le double des prévisions totales. L'amélioration apportée par la construction de la digue Carnot, en ce qui concerne la sécurité de la rade de Boulogne, fut telle qu'au lieu de la fermeture complète du port en eau profonde, projetée à l'origine, on envisagea le simple prolongement de la jetée est sur 400 à 500 mètres. En 1888, la digue mesure 2 km 115 de longueur, avec la branche du sud-ouest et la branche du large qui est encore partielle. Mais comme on le voit sur ces cartes postales, elle protège déjà bien la rade de Boulogne. Toutes les photos de Charles Froger de Meny sur les travaux du port en eau profonde de Boulogne ont été présentées à l'exposition universelle de 1889. C'est à l'occasion de cette exposition que la tour Eiffel a été construite. La nouvelle digue de Boulogne est inaugurée le 4 juin 1889 par le président Sadi Carnot, qui lui donna son nom. C'est après une nuit passée chez le sénateur Huguet dans sa villa de Châtillon que le président fit son entrée officielle à Boulogne. Comme on peut le lire dans les journaux de l'époque, l'escorte du chef de l'État était simple mais non sans éclat, avec les chasseurs à cheval, la gendarmerie, les uniformes et des armes qui jettent des éclats sous les rayons du soleil. Le président Carnot a notamment visité l'usine des ciments français, où s'est fabriqué le ciment qui a servi aux fondations de la tour Eiffel. À l'occasion de la visite du président Carnot, une série de plumes métalliques à son effigie a été fabriquée dans les usines de Boulogne. Toutes les rues de la ville étaient pavoisées et des arcs de triomphe s'élevaient en différents endroits, notamment place Godefroy-de-Bouillon. Au quai Chanzy, le président Carnot s'embarqua sur la Mouette, un aviso de 2e classe de la Marine nationale, pour une visite du port en eau profonde. L'escadre était en rade et le président passa en revue les différents navires de guerre. Après un programme assez chargé, le président Carnot fut l'invité d'honneur du banquet offert par la municipalité et la chambre de commerce à quelques 350 invités de marque dans les salons du casino. C'est au cours du repas que le maire Jules Baudeloc demanda son accord au président pour donner son nom à la digue qui protège le port en eau profonde. Cette visite présidentielle a donné au peintre François Chaumer le sujet d'un imposant tableau qui a été accroché à l'hôtel de ville de Boulogne. On peut y voir représenter quelques personnalités locales, messieurs Huret, Lagache, Baudeloc et le célèbre pilote du port de Boulogne, Émile Avis. Après avoir accordé des récompenses et remis des décorations, le président Carnot a quitté à regret la belle ville de Boulogne. Quelques années après sa visite à Boulogne, le président Sadi Carnot se trouvait à Lyon le 24 juin 1894 pour l'inauguration de l'exposition universelle. Le soir, en se rendant au théâtre, un anarchiste italien, Caserio, se précipita sur lui et le poignarda. Le président Carnot ne survécut pas à ses blessures. La construction de la digue Carnot a rendu caduques les positions défensives de la batterie des Dunes et du Châtillon, qui ont protégé l'entrée du port de Boulogne pendant des siècles. Au niveau du petit port s'installe le laboratoire du Portel pour l'étude de la faune marine. Créé par le professeur Paul Hallé, appartenant à la faculté de Lille, il sera en fonction pendant plus de 40 ans.
C'est en 1889 que le premier transatlantique a fait escale à Boulogne. Venant des États-Unis et reliant New York à Rotterdam, le SS Obdam était un navire appartenant à la Holland America Line, à propulsion mixte, voile et vapeur, d'une jauge de 3245 tonneaux et de 137 mètres de long. Lors de son escale à Boulogne, il débarqua 23 passagers, 64 chevaux, 21 bœufs et 97 moutons. À partir de cette date, les dirigeants de la compagnie Holland America Line voient en Boulogne un abri idéal pour les escales de leurs navires afin de prendre ou de déposer des voyageurs à destination ou en provenance de New York. La Holland America Line est une compagnie maritime fondée en 1872 sous le nom de Netherland America Steamship Company afin d'assurer un service maritime régulier de passagers et de fret entre les Pays-Bas et l'Amérique du Nord. Elle est devenue la Holland America Line en 1873. Son siège social était à Rotterdam. La Holland America Line avait ses locaux américains à Hoboken, à l'ouest de New York. Le premier SS Rotterdam était un cargo mixte de 82 mètres et de 1700 tonneaux propulsé à la voile et à la vapeur. Il a réalisé sa première traversée transatlantique vers New York le 15 octobre 1872 sous le commandement du capitaine Jacob Huss. Après 14 jours de voyage, le Rotterdam arrive à destination avec à son bord 60 migrants européens et plusieurs centaines de tonnes de marchandises. Le Rotterdam II a été acheté en 1886 à une compagnie anglo-américaine. En juin 1895, ce navire de 3361 tonneaux sera le premier steamer de la Holland America Line à réaliser un voyage d'agrément, une croisière. En 1888, la Holland America Line achète un steamer de 131 mètres et le baptise le SS Vendam. Le Vendam, construit en 1871, coulera dans l'océan Atlantique en 1898. En 1896 est inauguré le Pennsylvania. Ce navire de 170 mètres de long appartient à la Hamburg America Line. La Hamburg America Line, fondée en 1847, espère ainsi concurrencer la Holland America Line. En 1897, la compagnie Holland America Line lance le Rotterdam III, un steamer de 143 mètres de long. Son premier voyage, le 18 août 1897, est Rotterdam-New York, via Boulogne-sur-Mer. En 1898 est inauguré un steamer de 171 mètres de long, le Pretoria. Ce navire appartient à la Hamburg America Line pour la ligne entre Hambourg et New York. Grâce au manifeste de passagers, on peut savoir combien sont montés à bord ou descendus à Boulogne-sur-Mer. Le 1er avril 1899, les travaux du port en eau profonde furent visités par le ministre de la Marine, Édouard Locroix, qui rencontra le sénateur Huguet en son château Coligny à Châtillon. 2 digues, l'une dite de l'éperon, transversale, et l'autre, digue de protection, ont été établies, ainsi que les terre-pleins du petit port non loin de l'enracinement de la digue Carnot. Un emplacement était réservé dans la rade de Boulogne pour le mouillage des transatlantiques, approfondi par dragage et muni de bouées d'amarrage. Le 25 août 1898, on put admirer pour la première fois à Boulogne le superbe bateau de la Holland America Line, le Statendam. Ce steamer avait 150 mètres de longueur, 9 mètres 50 de largeur et 10 500 tonneaux. Entre 1889 et 1899, la moyenne de passage de voyageurs transatlantiques à Boulogne est de 5400 par an. Le mot paquebot vient du fait qu'au début, ces navires transportaient majoritairement des courriers et des paquets. Packet boat, c'est francisé en paquebot. À partir de 1899 et l'établissement de lignes régulières de la compagnie allemande Hamburg America Line, le nombre de passagers par Boulogne monte à 10 000 par an. En 1899, la Hamburg America Line lance le SS Patricia, un steamer de 171 mètres de long. Si la traversée de l'Atlantique, avec ses grands vents, ses courants, ses brumes et ses icebergs, nécessite une vingtaine de jours vers 1890, elle ne dure plus qu'une quinzaine de jours vers 1900. Les progrès sont en effet fulgurants en l'espace de quelques années, tant les compagnies se mènent une concurrence sans relâche. En 1900, la Holland America Line lance le Potsdam. On le voit représenté sur la célèbre affiche publicitaire. En 1915, le Potsdam sera vendu à la Swedish America Line.
Le Potsdam avait deux sister ships, le Rindam, sorti en 1901, et le Nordam, sorti en 1902. Le Nordam sera vendu en 1923 à la Swedish America Line. Pour pouvoir prétendre recevoir les paquebots au mouillage dans son port extérieur, la Chambre de commerce de Boulogne fait creuser, dès 1901, une souille pour les transatlantiques à l'abri de la digue Carnot. Il s'agit d'un vaste plan d'eau creusé en eau profonde et permettant le mouillage de navires de grands tirants d'eau. La souille, d'une superficie de 30 hectares et d'une profondeur de 10,50 m en dessous des plus basses marées, sera entretenue et agrandie au fil des années afin d'accueillir des bateaux transatlantiques de plus en plus gros. Face à l'augmentation du tonnage des navires et à l'accroissement des escales des paquebots, notamment ceux des compagnies à destination du Brésil, de l'Argentine et de l'Afrique de l'Ouest, la Chambre de commerce de Boulogne entreprend en 1902 des travaux de prolongement de la digue Carnot pour améliorer l'abri des navires. Le 22 février 1902 a lieu le voyage inaugural du SS Moltke de la Hamburg America Line. Le SS President Grant est lancé l'année suivante. À partir de 1903 débutent les travaux du bassin Loubet, prévus par la loi du 20 juillet 1900. En 1904, le premier phare de la digue Carnot évolua avec un feu blanc fixe au gaz à occultation de 8 secondes de 0,1875 m de focale. Le 28 septembre 1905 est lancé le New Amsterdam. Ce steamer de 187 mètres de long passera de nombreuses fois à Boulogne. La traversée la plus rapide de l'Atlantique est récompensée par l'obtention du ruban bleu que le navire victorieux arbore en haut de son grand mât. La concurrence est féroce entre les plus puissants navires de l'Angleterre et de l'Allemagne qui traversent l'Atlantique en 5 jours. En 1908, une gare maritime de 100 mètres de long est construite sur le quai Chanzy pour remplacer celle détruite par un incendie en 1905. En 1908 toujours, c'est l'installation à Ostrov, à Boulogne, d'une station radio TSF, suite aux travaux de Branly et Marconi de 1899 à Wimereux, permettant la liaison radio avec les paquebots transatlantiques faisant escale à Boulogne. Elle était dotée de 4 pylônes de 46 mètres de haut et avait une portée moyenne de 300 km. De plus, le système installé à Boulogne permettait la dirigeabilité des ondes hertziennes par radiogoniométrie. En 1908 arrive à Boulogne le Rotterdam 4, le nouveau paquebot à vapeur de la Holland America Line. C'était le 4e des 7 navires à porter le nom de la ville néerlandaise de Rotterdam. Il pouvait accueillir 530 passagers de première classe, 555 passagers de deuxième classe et 2124 passagers de troisième classe. C'était un paquebot à 2 entonnoirs et le premier de la Holland America Line mesurant 215 mètres de longueur et 24 mètres de largeur.
Son tonnage enregistré était de 24 170 et son déplacement de 37 190 tonnes. Le Rotterdam IV naviguait à une moyenne de 16,5 nœuds, soit environ 30 km par heure. Le Rotterdam IV est le transatlantique qui a fait le plus de passages dans le port de Boulogne. En 1909, on prévoit les travaux de prolongation de 400 mètres de la digue Carnot. En 1910, la deuxième croisière d'agrément de la Holland America Line est à destination de Terre Sainte à bord du Statendam I. En 1910 toujours, plusieurs autres compagnies transatlantiques sont créées et leurs navires passant par Boulogne font croître le nombre de passagers en transit. Au total, il y eut 17 compagnies maritimes pour les transatlantiques qui ont fait escale à Boulogne jusque dans les années 30. Les deux compagnies principales dont les navires transatlantiques faisaient escale à Boulogne étaient la Holland America Line et la Hamburg America Line. Les navires de 4 compagnies hollandaises ont fait escale à Boulogne. Les navires de 6 compagnies transatlantiques allemandes ont offert des escales à Boulogne. Quatre compagnies anglaises, basées à Londres, étaient également présentes à Boulogne après la Grande Guerre. 3 autres compagnies maritimes ont eu des navires qui ont fait escale à Boulogne, une compagnie américaine, une compagnie américano-belge et même une compagnie polonaise. Le paquebot transatlantique est une véritable société en miniature. Tandis que les ponts supérieurs sont réservés aux passagers dits de cabine, c'est-à-dire aux premières et aux deuxièmes classes, l'entrepont, le pont inférieur, regroupé plus tard sous le terme de troisième classe, est destiné aux passagers émigrants. Les campagnes publicitaires mettent bien sûr en avant le luxe des premières classes. Les navires sont aménagés de façon à recevoir plus d'1 millier d'émigrants pour quelques centaines de passagers de cabine. Ils ont à leur bord 300 ou 400 membres d'équipage, selon leur tonnage et leur capacité d'embarquement. On trouve également à bord des médecins, des photographes, des musiciens. La taille des navires ne permet pas toujours l'accostage des navires à quai. Le port de Boulogne, de taille nettement inférieure à celle des grands ports d'attache des compagnies transatlantiques, tels que Le Havre, Hambourg, Rotterdam ou Anvers, ne peut recevoir à quai ces immenses paquebots. C'est donc dans sa rade, dite port extérieur, qu'il accueille en escale les plus grands navires. Le transbordement des passagers est effectué au moyen d'un tender qui mène les passagers du quai d'embarquement de la gare maritime jusqu'à la coupée des navires en rade de Boulogne et inversement. Les tenders utilisés pour le transportement des passagers sont des embarcations à vapeur de taille moyenne, entre 45 et 60 mètres de long, rattachées au port de Boulogne et généralement affrétées par les compagnies transatlantiques elles-mêmes. Ces petits navires peuvent néanmoins embarquer jusqu'à 450 personnes selon leur tonnage. Le premier tender mis en service à Boulogne par la compagnie Holland America Line pour assurer de manière régulière son service d'escale est en 1893 le Chicago, un petit vapeur de 425 chevaux construit à Rotterdam. Il sera suppléé dès 1902 par le Holland, affrété également par la Holland America Line. Le tender Holland est resté en service à Boulogne durant 50 ans. Il servait bien sûr aux transatlantiques de la Holland America Line, mais également à ceux des autres compagnies.
Le 25 mai 1908, le président de la République, Armand Fallières, vint à Boulogne. Le Tender Hollande, somptueusement décoré, servit au transport du président Fallières sur le cuirassé Léon Gambetta qui l'attendait dans la rade de Boulogne. Le président Fallières se rendait à Londres pour inaugurer l'exposition franco-britannique dans le cadre de l'entente cordiale. Parmi les autres tenders qui amenaient les passagers des transatlantiques, il y eut la France. Construit sur le même modèle que le Hollande, il transportait également les excursionnistes vers Folkestone. Le Hollande fut capturé par les Allemands en 1940. Fortement abîmé, le Hollande sera réparé après-guerre et remis en fonction jusqu'en 1952, avant d'être détruit en 1961. En 1910, une grève des chemins de fer de l'Ouest a lieu à Cherbourg, ce qui a pour effet de détourner passagers et paquebots vers Boulogne. Le trafic s'accroît alors considérablement, avec près de 20 000 passagers par an. La rade de Boulogne accueille alors les géants des mers allemands tels que l'empereur Guillaume le Grand, ancien détenteur du ruban bleu, et le Frédéric le Grand. En 1911, le bassin Loubet destiné au commerce et à la pêche est terminé. L'accroissement considérable du nombre des escales à Boulogne incite la compagnie Hamburg America Line à mettre également en service un transborder. En 1912, le Au revoir, un petit vapeur propulsé par des roues à aubes, assure le transbordement des passagers de la compagnie allemande. En 1912, le trafic transatlantique à Boulogne est important, avec 418 escales dans l'année et 29 000 passagers en transit. Le 12 août 1912 débutent les travaux de construction de la jetée nord-est, travaux qui seront interrompus par la Première Guerre mondiale. En 1913, avec les 13 compagnies de navigation qui desservent son port, Boulogne est le 4e port transatlantique de France, derrière Le Havre, Cherbourg et Bordeaux. Avec 30 000 passagers qui transitent par Boulogne, le port compte alors 3 tenders pour le transbordement des voyageurs. Armés par des équipages boulonnais, les tenders effectuent aussi à la belle saison des sorties en mer à la journée pour les excursionnistes. Lorsqu'un transatlantique arrive en rade de Boulogne, les pilotes du port sont avertis et vont à sa rencontre. Une fois monté à bord du paquebot, le pilote aide le commandant à entrer en rade pour mouiller à l'abri de la digue Carnot. Par temps clair, l'escale a parfois lieu en grande rade hors de la digue. L'escale des transatlantiques en rade de Boulogne dure en moyenne 1 à 2 heures. La plupart des passagers qui embarquent à Boulogne sont étrangers. Parmi eux, bon nombre d'émigrants, mais aussi des passagers dits de cabine, qui arrivent par le train de Paris directement à la gare maritime de Boulogne, située quai Chanzy. Le 31 juillet 1913 est lancé le SMS Cap Trafalgar. C'est à cette époque le plus gros des transatlantiques de la compagnie allemande, Hamburg Sud. Au début des années 1910, aux côtés des paquebots dans le port de Boulogne, on voit apparaître de nombreux navires militaires. À côté de la flottille de bateaux de pêche, on trouve une flottille de torpilleurs. En 1914, la souille des transatlantiques, le vaste plan d'eau sans cesse agrandi, fait 80 hectares et permet le séjour simultané de 2 transatlantiques. Pour éviter l'ensablement du chenal et de la souille et maintenir sa profondeur initiale, un dragage régulier et quasi permanent des fonds est nécessaire. Le Statendam II de la Holland America Line est lancé le 9 juillet 1914. En 1914, à Boulogne, le nombre d'escales dépasse les 800 par an, soit plus de 2 escales par jour en moyenne. Mais la Première Guerre mondiale interrompt progressivement le trafic des transatlantiques, ainsi que les travaux entrepris de prolongement de la digue Carnot. Le port de Boulogne sera le point de passage principal des troupes britanniques pendant toute la guerre.
Cela débute en août 1914 avec l'arrivée du général French, commandant du corps expéditionnaire britannique. Plusieurs navires transatlantiques vont être réquisitionnés et devenir des navires militaires pour servir au transport de troupes, notamment ceux des compagnies allemandes ou ceux des alliés des Allemands. En août 1914, le New Amsterdam est saisi par les États-Unis. Parti de Boulogne le 12 mars 1914 pour son voyage inaugural, le SMS Cap Trafalgar est réquisitionné par la marine impériale allemande pour être transformé en croiseur auxiliaire. Il sera coulé, au large du Brésil, le 14 septembre 1914 par le RMS Carmagna lors de la première bataille navale entre paquebots. Le Carmagna est sérieusement touché, mais c'est le Cap Trafalgar atteint sous sa ligne de flottaison qui commence à couler. 51 marins seront tués, dont le capitaine Wirth. 279 marins seront sauvés par les transporteurs de charbon et débarqués à Montevideo, en Uruguay. La Première Guerre mondiale a été très meurtrière dès le début, que ce soit sur mer ou sur terre. Dans tout le Boulonnais, des hôpitaux militaires et des camps de convalescence sont installés. Le premier hôpital anglais en France est installé dans les bâtiments de la gare maritime, quai Chanzy. Le 22 septembre 1914, le Rotterdam IV est arraisonné et conduit à Plymouth, dans le sud de l'Angleterre, où il est immobilisé. Il sera relâché en fin d'année. En octobre 1914, l'amiral Duperré, transatlantique de marchandises, appartenant à la Compagnie des chargeurs réunis, est réquisitionné pour être transformé en navire-hôpital. Début 1915, le Thander Holland découvre une mine marine à l'entrée du port de Boulogne. La présence des mines et des sous-marins allemands à proximité du port de Boulogne rendra impossible le passage des transatlantiques, même ceux des compagnies des pays restés neutres. Le plus grand et le plus rapide des paquebots transatlantiques britanniques, le Lusitania, est coulé le 7 mai 1915, ce qui renforça l'hostilité des États-Unis envers l'Allemagne. Voyant les dangers croissants de la navigation transatlantique et de la guerre qui devient peu à peu mondiale, les compagnies maritimes des pays restés neutres tentent de protéger leurs navires en signalant de façon très claire leur appartenance et leur neutralité. C'est le cas du Rotterdam IV, qui peut ainsi continuer sa navigation transatlantique. À Boulogne, pendant la Première Guerre mondiale, les Britanniques occupent plus de la moitié des 3400 mètres de quai à la suite d'accords négociés avec les autorités consulaires françaises. Ils utilisent tout le bassin Loubet, où ils dressent une estacade supplémentaire, et une partie du bassin à flot, puis le quai Chanzy. Plusieurs dizaines de hangars et d'entrepôts qui couvrent quelques 3 hectares sont construits sur le port qui compte en 1918 71 grues, dont une douzaine d'anglaises plus perfectionnées. Le 6 avril 1917, le SS President Grant est capturé par les États-Unis et devient l'USS President Grant pour transport de troupes. Le SS Moltke de la Hamburg America Line sera saisi par l'Italie en 1915. L'Italie, qui était restée neutre, en se désengageant de la triple alliance avec l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne, décida en mai 1915 de rejoindre la triple entente, France, Russie, Royaume-Uni. Le 13 juin 1917, les premiers soldats de la force expéditionnaire américaine débarquent à Boulogne, avec à leur tête le général Pershing, accompagné du capitaine George Patton. Alors que les Pays-Bas sont neutres pendant la Première Guerre mondiale, le Rindam de la Holland America Line est saisi le 20 juin 1917 et converti en transport de troupes. Il subira plusieurs collisions avec d'autres navires avant d'être détruit en 1929. Le SS Pennsylvania de la Hamburg America Line est saisi en 1917 par les États-Unis. Il devient alors l'USS Nansemond.
Le Rotterdam III, construit en 1897 et qui appartenait à la Holland America Line jusqu'en 1906, sera coulé par le sous-marin allemand US-151 le 21 juin 1918, alors qu'il appartenait à une compagnie britannique. Le 20 juillet 1918, le Statendam II de la Holland America Line est réquisitionné par une compagnie anglaise et devient le Justitia. L'armistice est signé le 11 novembre 1918. 2 semaines plus tard, le roi George V débarque à Boulogne. La perte de la guerre par les Allemands accentue les saisies de navires qui ne l'avaient pas été jusqu'alors. C'est le cas début 1919 pour le SS Patricia, qui sera utilisé par la marine des États-Unis. On voit ici, avec les conséquences de la Première Guerre mondiale, à quel point certaines guerres sont plus économiques qu'idéologiques. Le SS Pretoria est saisi en 1919 par les États-Unis et il sera détruit en novembre 1921. Le Cap Finistère est saisi le 11 avril 1919 et revendu au Japon l'année suivante. Au sortir de la Première Guerre mondiale, les troupes anglaises sont toujours présentes à Boulogne et elles le resteront pendant plusieurs années. Le trafic transatlantique reprend dans des conditions précaires. Les destructions massives et l'envasement de la souille du port en eau profonde, destiné à l'accueil des navires, nécessitent des travaux de grande ampleur. La remise en état du port extérieur de Boulogne est longue et nécessite un dragage intensif des fonds encombrés d'épaves. Les travaux entrepris pour prolonger la digue et interrompus par la Première Guerre mondiale reprennent et la digue Carnot atteint 2200 mètres en 1919. Cette année-là meurt à 96 ans le sénateur Auguste Huguet, ancien maire de Boulogne, qui fut à l'origine du port en eau profonde. Après-guerre, seules les compagnies hollandaises, restées neutres durant le conflit et ayant préservé l'essentiel de leur flotte de paquebots, sont en mesure de reprendre leurs escales à Boulogne. Ainsi, en mars 1919, on annonce l'arrivée en rade de Boulogne du premier transatlantique de retour depuis la guerre. Il s'agit du paquebot Guelria du Lloyd Royal hollandais, qui fait route sur l'Amérique du Sud. Le Tender Holland reprend dès lors son service, avec à son bord 138 passagers, candidats pour ce premier embarquement. Quelques semaines plus tard, c'est le retour du prestigieux paquebot Rotterdam IV de la compagnie Holland America Line, avec à son bord 680 passagers en provenance des États-Unis. Les compagnies maritimes réclament sans cesse à Boulogne des travaux d'amélioration du port. Toutes ont en effet en chantier ou en prévision de plus grands paquebots dont les caractéristiques, longueur, tonnage et tirant d'eau, sont à la limite des capacités d'accueil du port de Boulogne. Pour développer et sécuriser les escales, on projette la construction d'une digue nord, réclamée par les compagnies pour protéger leurs navires, au mouillage, contre les vents de secteur nord, et l'on procède encore à l'agrandissement et à l'approfondissement de la souille des transatlantiques. En 1920, la gare maritime doit être démolie, car les nombreux chocs des navires durant la Première Guerre mondiale ont ébranlé sa structure et son poids menace de provoquer l'écroulement du quai dans le port. Un projet est proposé par l'architecte boulonnais Georges Dufetel, mais il ne sera pas retenu. Le 10 novembre 1920, c'est l'embarquement à Boulogne du corps du soldat inconnu anglais qui sera inhumé à l'abbaye de Westminster. Le trafic transatlantique augmente nettement à partir des années 1920 avec le retour des grandes compagnies allemandes qui laissent présager un avenir prospère. Youpla boum. Du 2 avril au 30 mai 1921, le physicien Albert Einstein fit son premier voyage aux États-Unis. Il s'embarqua à bord du Rotterdam IV et a peut-être fait une escale à Boulogne-sur-Mer. Il recevra le prix Nobel de physique l'année suivante. Le SS Volendam est lancé en 1922.
Son sister ship, le Vendam II, est lancé l'année suivante. Les escales boulonnaises des paquebots reprennent un rythme normal à partir de 1923. Les émigrants représentent une clientèle importante pour les transatlantiques. Peu à peu, le port de Boulogne regagne la place enviable que la Première Guerre mondiale lui avait fait perdre. En 1924, le support du phare de la digue Carnot est modifié pour son électrification, avec un feu blanc à occultation toutes les 4 secondes. En 1925, on recense à Boulogne 420 escales de transatlantique au cours desquelles 16 572 passagers ont embarqué ou débarqué. Les travaux de la digue Carnot se poursuivent jusqu'en 1925 et la digue atteint sa longueur définitive de 2,718 km, c'est-à-dire 600 mètres de plus qu'à son inauguration en 1889, mais 900 mètres de moins que ce que prévoyait le projet initial. En 1927, alors que 9 compagnies transatlantiques s'appuient à nouveau sur Boulogne, le trafic passe les 21 000 passagers. Boulogne accueille alors en escale le cap Arcona, l'imposant paquebot de 27 000 tonnes et de 206 mètres de long de la compagnie allemande Hamburg Süd America Line. Outre les voyageurs en cabine classique, les navires sont aménagés de façon à recevoir plus de 1000 émigrants. En 1929, entre en service le Statendam III, qui devient le plus grand et le plus rapide de la flotte de la Holland America Line, dépassant ainsi le Rotterdam IV. Le 11 avril 1929, après 8 années de construction, le paquebot effectue son voyage inaugural sur la ligne Rotterdam-New York pour célébrer par la même occasion le 300e anniversaire de l'arrivée des premiers navires hollandais qui fondèrent la colonie de la Nouvelle-Amsterdam, qui deviendra plus tard la ville de New York. Pour mémoire, c'est en 1629 que les colons hollandais fondèrent la Nouvelle-Amsterdam, New Amsterdam en hollandais, qui deviendra anglaise en 1674 sous le nom de New York. En octobre 1929, c'est le krach boursier de Wall Street et le début de la Grande Dépression, la plus grande crise économique de l'histoire moderne. Construit par les chantiers Harland et Wolff de Belfast, le Statendam III, long de 210 mètres, a été adapté aux nouvelles restrictions de l'immigration vers les États-Unis en diminuant le nombre d'entreponts destinés aux émigrants. Le paquebot Statendam III assurera alors des croisières au départ de New York plutôt que des transports d'émigrants pour les États-Unis. À partir de 1930, la crise économique américaine entraîne une baisse conséquente des flux migratoires. Le ralentissement général du trafic transatlantique est aussi perceptible à Boulogne, où il remet en cause les importants moyens mis en œuvre dans une perspective de croissance pour améliorer toujours plus l'accueil des grands transatlantiques. Au début de l'année 1931, la pêche boulonnaise est touchée par la crise économique. Les marins sont contraints de diminuer les effectifs à bord des chalutiers et d'accepter des réductions de salaire. Le 14 août 1930, le ministre de la Marine marchande, Louis Rollin, s'intéresse à la rade de Boulogne. Dans le peu de temps où il a exercé ses fonctions, Louis Rollin a mis en place l'œuvre des pupilles de la marine marchande et a pris la décision de la construction du Normandie. C'est également lui qui a créé l'Ordre du Mérite maritime en 1930. En 1932, le New Amsterdam I est déconstruit. Les grands travaux du port de Boulogne se poursuivent et en avril 1932 débute la construction de la digue Nord dans le prolongement de la pointe de la Crèche. Un téléphérique est alors construit afin de permettre d'amener les matériaux nécessaires à sa construction. La construction de la digue Nord entraînera la destruction complète du fort de la Crèche en mer, construit en 1804, dont il restait encore quelques reliques. Le 3 septembre 1932, 3 grands paquebots font escale à Boulogne. La construction de la digue Nord s'accélère à partir de 1935. Albert Châtel écrivait quelques années plus tard « La digue Nord, s'enracinant à la pointe des falaises de la Crèche, gagnant le large en passant sur l'emplacement même du fort en mer, construit à partir de 1803 par ordre du premier consul, aura, lorsqu'elle sera achevée, 2 km 800 de longueur, dont 600 mètres seront à claire-voie à partir de la côte pour permettre au jeu des courants de s'opposer à l'envasement de la plage Est. » En 1936, la crise économique s'estompe quelque peu, mais les tensions internationales s'accentuent, et les Boulonnais regardent avec une certaine appréhension bien légitime le vieux fort en terre de la Crèche, s'armer de puissants canons. En 1937, sort le SS New Amsterdam II. Surnommé le navire de la paix,
Il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus beaux navires de la Holland America Line. Sa décoration célébrait les années glorieuses de la fondation de New York par les Néerlandais et rendait hommage à Peter Stuyvesant, dernier gouverneur hollandais de la ville, avant qu'elle ne passe définitivement aux mains des Anglais. La construction du musoir de la digue Carnot commence en 1937. Dans les années 30, le port de Boulogne connaît une activité transatlantique de 250 à 300 escales par an, assurée principalement par de grandes compagnies internationales à destination de l'Amérique centrale. Alors qu'en 1910, il fallait 10 jours au plus rapide des paquebots pour joindre les deux rives de l'Atlantique, il ne faut plus que 4 jours en Normandie pour rejoindre New York en 1938. À cette époque, Boulogne a une position centrale en Europe. En 1938 est lancé le Noordam II pour la Holland America Line. Au milieu des années 30, le caisson est installé au milieu de la rade de Boulogne. Il devait servir de musoir à la digue Nord, la digue de la Crèche. Tout comme le musoir de la digue Carnot, un caisson pesant 25 000 tonnes fut amené en position par un groupe de remorqueurs et rempli pendant de longs mois de ballast de ciment pour faire descendre sa base à 10 mètres de profondeur sous le niveau du fond de la rade. Le caisson installé en 1935 n'a pas résisté aux tempêtes et il n'en reste qu'une épave au milieu de la rade à la fin des années 30. Au printemps 1939, un caisson cloche est amené par de puissants remorqueurs afin de recouvrir l'épave du caisson de 1935. Face au musoir de la digue Carnot, le caisson du musoir de la digue Nord devait délimiter la passe de 500 mètres de largeur du port en eau profonde. En 1939, le réveil des tensions internationales et l'imminence de la guerre poussent de très nombreux juifs d'Allemagne, d'Autriche et de Tchécoslovaquie à fuir leur pays. Ils s'embarquent en nombre pour les États-Unis et l'Amérique latine. Les Américains précipitent également leur retour au pays et les embarquements deviennent difficiles à obtenir. La commémoration du cinquantenaire de la visite du président Carnot pour l'inauguration de la digue et du port en eau profonde a lieu le 2 juin 1939 en présence du ministre des Travaux publics, Anatole de Monzy. À la veille de la mobilisation générale, le bruit court que les paquebots à destination de l'Amérique vont bientôt cesser leurs escales à Boulogne. Le dernier paquebot transatlantique en escale dans la rade de Boulogne est le Highland Chieftain de la compagnie Nelson Line le 27 août 1939. Il sera bombardé un an plus tard au large de Liverpool. Le 3 septembre 1939, 2 jours après l'invasion allemande de la Pologne, la France déclare la guerre à l'Allemagne conformément à son traité défensif. La marine française avait pour projet d'installer, sur le musoir de la digue Carnot, 4 canons de 75 mm, modèle 1908, sous masque blindé, mais le projet avortera faute de temps. Le 24 novembre 1939, le Statendam III traverse une dernière fois l'Atlantique pour revenir aux Pays-Bas, où le gouvernement lui demande de cesser provisoirement son service. Le Rotterdam IV fut vendu en janvier 1940 à des démolisseurs hollandais. Il avait la particularité d'être l'un des premiers navires de la Holland America Line utilisés pour la croisière de plaisance. Le 21 mars 1940, les travaux de la digue Nord sont interrompus. Le 11 mai 1940, après l'invasion allemande, le Statendam prend feu dans le port de Rotterdam. Selon certains historiens, l'incendie aurait été provoqué par les Hollandais pour empêcher les Allemands de s'en emparer. Pour d'autres, le Statendam a été pris dans le feu des échanges de tirs entre les forces hollandaises et les forces allemandes. Suite à cet incendie, le navire est totalement détruit. Le Vendam est touché lors de cet incendie, mais il n'est pas détruit. Il est alors saisi par les Allemands. Le 6 août 1940, le cargo Ango, qui avait inauguré la ligne entre Boulogne et La Plata en Argentine, est saisi par les Allemands. À la fin de l'année 1940, les travaux du musoir de la digue Carnot seront terminés par les Allemands avec la construction de blocos et l'installation d'une batterie de canons antiaériens. C'est sur ce musoir que se dresse l'actuel phare. Le phare de la digue Carnot est le seul du littoral Nord-Pas-de-Calais à être classé comme phare en mer, et en 1968, il est devenu le premier phare automatisé de France. En 1941, le Vendam devient un navire de casernement pour la Kriegsmarine. Le Volendam est torpillé par un sous-marin allemand U-60 le 31 août 1940. Il sera renfloué en 1941. La plus grande tragédie impliquant un transatlantique fut celle du cap Arkona,
réquisitionnés par la Kriegsmarine et utilisés comme prison flottante pour des déportés du camp de concentration de Neuengamme près d'Hambourg. Le 3 mai 1945, le cap Arkona est coulé par l'aviation britannique qui a observé des soldats SS à bord du navire. Les quelques SS présents étaient les geôliers des milliers de déportés enfermés. Le naufrage du cap Arkona a causé la mort de 5 à 7 000 personnes, dont 1000 à 1500 Français. Il y eut 316 rescapés. C'est à ce jour la plus grande catastrophe maritime mondiale, et pourtant, peu de gens en ont entendu parler. Après-guerre, il y eut quelques tentatives pour faire venir les grands paquebots à Boulogne. Mais les destructions étaient tellement importantes que l'on ne reverra plus d'escale transatlantique à Boulogne, abritée par la digue Carnot. Viendra alors le temps de la reconstruction des âmes et des maisons. La digue Carnot subit les assauts du temps et nécessite régulièrement des travaux. Espérons que ce monument essentiel puisse être restauré et ouvert aux pêcheurs et aux promeneurs, notamment sa partie terminale. Le port de Boulogne s'est énormément développé après la Seconde Guerre mondiale, avec une activité liée à la pêche qui fait de lui le premier port de France. Le temps des paquebots, ces géants des mers que l'on apercevait à Boulogne, est désormais révolu.